Donc aujourd'hui, donc sur la diffusion par rapport à notre stratégie commerciale, hier on a vu la partie emailing. Aujourd'hui, on va se lancer sur la partie réseaux sociaux. Euh, c'est un canal de plus en plus utilisé donc, par les entreprises pour pouvoir communiquer parce qu'on a beaucoup de monde. Donc c'est surtout utilisé, alors selon le réseau social quand même, hein, mais c'est surtout utilisé en B2C. Donc, quand on veut cibler de la clientèle particulière, notamment, je pense à Facebook, qui est quand même un gros vecteur de communication aujourd'hui sur l'aspect B2C. On a aussi, en B2B, on ciblera peut-être plutôt des réseaux sociaux comme LinkedIn, qui sont quand même beaucoup plus appropriés à ça. Voilà, donc j'ai tendance, quand on parle de ça, à essayer de privilégier la simplicité. C'est-à-dire de dire, par exemple, les réseaux sociaux, ça peut être très très vite quelque chose de très chronophage. On peut y passer énormément de temps. On peut y passer du temps à la fois aussi pour voir, analyser les réactions, énormément de choses comme ça. Néanmoins, je ne suis pas convaincu qu'il faille toujours y passer autant de temps. Surtout dans l'EP, on n'a pas forcément ce temps-là. On est un temps pédagogique, parfois un peu compliqué, tout ça. Donc, l'idée, c'est peut-être d'apprendre par le biais de... ça y est, je suis passé sur un nouveau bureau. L'idée, c'est peut-être d'apprendre à faire en sorte de planifier toutes ces communications. Et une fois qu'elles sont planifiées, de pouvoir dire, ben, on va simplement mesurer au fur et à mesure, tiens, aujourd'hui, il y a tel post qui est passé sur les réseaux sociaux, ben, est-ce qu'on a des réactions, est-ce qu'on a un taux d'engagement, est-ce qu'on a des retours et choses comme ça. Ça permet aussi de faire une communication en deux parties, ou disons de mettre un peu l'appui, c'est-à-dire qu'on sait, par exemple, hier on a vu les difficultés qu'on peut avoir par rapport aux mails, d'arriver dans la boîte de réception, parce que parfois on arrive dans les boîtes de spam. Ça veut dire que ben, peut-être qu'en ayant un deuxième canal de communication qui est les réseaux sociaux, eh bien, on va peut-être arriver à toucher les personnes pour qui on était arrivé dans la boîte spam ou qui n'ont pas tout de suite vu la communication qu'on a lancée. Ça, c'est un petit peu le contexte. Alors, personnellement, plutôt que de se connecter à chaque réseau social, d'aller poster, de peut-être même faire après du coup des copier-coller, choses comme ça, j'ai tendance à préférer des outils un peu comme Hootsuite ou Buffer. Est-ce que certains d'entre vous les utilisent déjà? Oui. Allons-y, ça ne m'étonne pas trop. Lequel tu utilises? Buffer. J'ai Buffer. surtout utilisé Buffer avec les étudiants. J'ai un compte sur les deux, mais Buffer a déjà été utilisé par mes étudiants. D'accord. Ils n'ont pas eu trop de soucis avec? Non, je les ai accompagnés pour se connecter, puis après rédiger le tweet. Là, ils ont fait un tweet et c'était des posts sur Facebook. Ça pose pas trop de soucis. Hmm. Alors, il faut dire que les douceurs vendéennes, c'est une des seules EP que je vois sur Twitter. Mm. Twitter n'est pas beaucoup utilisé par les autres EP. Espérons que ça vienne. Voilà. Je vois beaucoup d'EP sur Facebook, par contre, donc ça peut être un vecteur. Je vois quelques EP sur LinkedIn, pas tant que ça. Alors, petite parenthèse au passage, LinkedIn, l'utilité de créer une page pour l'EP sur LinkedIn permet aussi à vos stagiaires d'éventuellement référencer leur passage en EP comme étant une activité professionnelle, c'est-à-dire une période comme s'ils avaient été en emploi en fait. Donc, ils peuvent valoriser ça un petit peu dans leur parcours de cette manière en disant ben, j'ai été comptable dans l'entreprise Stocker ou j'ai été euh, assistant commercial dans l'entreprise Selling Point et ainsi de suite. Et étant donné qu'il y a votre page qui est présente, ils peuvent du coup faire un lien quand ils disent dans quelle entreprise c'était, donc ils peuvent du coup mentionner cette entreprise dans leur parcours. Donc ça peut être intéressant pour les stagiaires de valoriser ça sur leur parcours, étant donné qu'aujourd'hui, il y a certains qui mettent quasiment l'intégralité de leur parcours professionnel sur LinkedIn.
Voilà. Donc, il faut créer une page sur notre profil? Oui, alors à partir du moment où vous avez un profil LinkedIn, vous pouvez créer une page d'une entreprise. D'accord. Voilà. Mais c'est vraiment une page entreprise qu'il faut créer derrière. Ce n'est pas un profil comme si vous… Alors, je vois aussi cette erreur faite de temps en temps sur Facebook. Sur Facebook, je vois des entreprises d'entraînement qui créent un compte Facebook pour le EP. Pas sûr que ce soit le meilleur moyen. On ne devient pas ami d'une entreprise. Ce n'est pas le but. On crée plutôt une page Facebook pour l'entreprise. Et du coup, les personnes qui vont visiter la page vont cliquer sur le fait de suivre l'activité de cette page. Donc, ils vont être plutôt des followers, un petit peu, des personnes qui suivent simplement, pas forcément des amis, parce qu'on n'est pas sur la même relation qu'une de personne à personne. Oui. L'avantage de créer une page, c'est qu'après, on peut aussi être plusieurs comptes personnels qui animent cette page. De la même manière, sur LinkedIn, quand vous créez une page LinkedIn, vous pouvez inviter quelqu'un à être également administrateur de cette page. Donc, si vous êtes plusieurs formateurs, vous pouvez être à plusieurs à animer la page ou à publier dessus. Ce qui peut éviter aussi une rupture éventuellement si le formateur s'en va du centre de formation et que du coup, la page est laissée en désuétude. Alors, la page peut être créée indépendamment du compte. Oui, indépendamment du compte, simplement, il y a un compte qui est administrateur de cette page, un ou plusieurs comptes. Et je pense que c'est bien, c'est une bonne pratique en tout cas d'être peut-être à plusieurs à administrer la page. J'ai hier après-midi, en fin d'après-midi, encore été au téléphone avec une formatrice qui me dit, voilà, on a un souci, on n'arrive plus à se connecter à notre boîte mail parce que le formateur qui était là avant, il avait mis son numéro de téléphone en guise de récupération. On ne sait pas, on n'a pas accès à ce téléphone, on ne peut pas changer le mot de passe. Donc, ils n'arrivent plus à se connecter. Ils ont une page Wix, ils n'arrivent pas à se connecter à leur page Wix parce qu'ils n'ont pas le mot de passe, et ainsi de suite. Donc, ils ont une vraie rupture pédagogique parce qu'il y a eu turnover au niveau formateur. Donc, l'importance aussi, dans tous les outils en ligne que vous utilisez, hier on a vu Sendinblue, avant-hier Strikingly, ainsi de suite, ça peut être Wix, l'important de documenter dans un OneNote, dans quelque chose, ou même sur un papier, de documenter vos accès, vos mots de passe, de telle sorte à ce qu'il y ait une continuité. Si quelque chose vous arrive, quelqu'un d'autre prend le relais, il peut continuer à travailler et les stagiaires ne sont pas complètement perdus. Voilà. Ou alors d'avoir plusieurs comptes administrateurs selon le service. Strikingly, on peut être à plusieurs comptes à collaborer sur les mêmes sites. Donc ça peut se faire. Je sais que Walls, par exemple, Walls.io aussi, on peut être à plusieurs, ainsi de suite. Donc, il y a un certain nombre de services où on peut être à plusieurs à collaborer. Il y a un certain nombre de services où, au contraire, c'est juste un login, un mot de passe, et il faut le documenter ou il faut l'avoir quelque part. Pour éviter cette rupture ou cette trop grande dépendance sur une seule et même personne qui fait que, du coup, si cette personne n'est pas là parce qu'il lui arrive quelque chose, voilà, on est coincé. OK. Donc, de la même façon pour vos accès aux réseaux sociaux, si vous avez une page Facebook, faites en sorte d'avoir au moins 2 administrateurs. Si vous avez une page LinkedIn, pareil, faites en sorte d'avoir 2 administrateurs sur LinkedIn. Twitter, c'est plus compliqué parce que c'est un compte Twitter, donc voilà, il faut peut-être documenter quelque part l'accès et le mot de passe pour que vous puissiez y accéder facilement si besoin, ou redéfinir le mot de passe si besoin, avoir la procédure, chose comme ça. C'est la même chose. Alors, les comptes Office 365 que le REP vous fournit, nous, on peut toujours vous réinitialiser les mots de passe derrière, ça c'est parfaitement faisable. Si vous avez des comptes Office 365 ou des comptes G Suite ou ailleurs, pareil, pensez à la continuité d'activité. Ça fait partie normalement des plans de continuité d'activité ou plans de reprise d'activité que fait une entreprise en matière de nouvelles technologies. Donc, on inclut du coup aussi ces services extérieurs là-dedans. OK. Donc, si vous utilisez Hootsuite ou Buffer, c'est pareil. Normalement, vous avez un login, un mot de passe pour rentrer dedans. Essayez de bien les documenter. Faites-vous un document où vous avez tout ça. Ça peut être pratique. Et surtout, faites en sorte que si vous changez de session de stagiaire, peut-être éventuellement modifier les mots de passe pour éviter que un stagiaire, par inadvertance ou un soir de désuétude, s'amuse à venir vous faire
des posts un petit peu rigolos, choses comme ça. Voilà. Alors, si j'ai bien compris, Buffer, c'est une plateforme qui permet de gérer des comptes de plusieurs réseaux Oui, sociaux. Buffer comme Hootsuite, D'accord. les deux. Ça Mhm. vous permet d'aller publier, par exemple, sur 2 ou 3 réseaux sociaux en même temps. Je vais vous montrer, par exemple, comment ça se passe avec Hootsuite. On va essayer les deux, d'ailleurs, Buffer aussi. Si j'arrive à me connecter sur Buffer. Tac, tac, tac. Buffer, normalement, login. Yes. Oh, ça, subitement, ils se mettent à me poser des questions. Comment j'ai appris à les connaître? Ok. Alors, je vais vous partager mon écran. Et on va découvrir un petit peu ces outils-là. Alors là, par exemple, je suis rentré sur mon compte Buffer pour regarder un petit peu ce qu'il y a. Donc, j'ai connecté un compte Twitter et un compte LinkedIn. Donc, dans chacun de ces systèmes, en fait, je peux aller voir voilà, comment ça se passe. Est-ce que c'est ce... Non, c'est pas ça. Buffer, c'est celui que j'utilise le moins, pour être franc. Donc, sur la gauche, j'ai les réseaux sociaux, les comptes de réseaux sociaux sur lesquels je suis connecté. Je pourrais, par exemple, connecter un compte Facebook. Comment ça se passe? Il va me demander d'associer Facebook. Voilà. Et d'associer une page, par exemple. Voilà. Vous avez toujours le choix entre associer votre profil personnel ou d'associer une page. Là, l'idée, c'est de publier sur une page. Voilà. Donc, je peux très bien voilà, avoir une publication LinkedIn, une publication Twitter, une publication Facebook, mais je peux ou connecter aussi Instagram, ainsi de suite. Je peux donc dire, je vais publier. Donc, je vais cliquer sur Publish. Comment ça se passe? Alors, ce que je voudrais partager. Et je vais construire un message. Je peux éventuellement ajouter une image ou une vidéo. Donc là, c'est toujours la partie qui concerne les visuels qu'on a vus lundi. Je vais reprendre des visuels, par exemple, sur... Je peux sélectionner les réseaux sociaux sur lesquels je veux publier ça. Là, j'ai sélectionné 3 réseaux sociaux. Donc, au niveau de ces... Là, je peux choisir. Donc, je pourrais très bien... Alors, il faut que je pense déjà, pardon, je bégaye un petit peu aujourd'hui. Il faut que je pense déjà à mettre aussi, par exemple, des mots-clés, des choses comme ça. Donc, toute la stratégie de réseaux sociaux, telle que d'habitude, on peut la mettre en œuvre. Donc, l'idée, c'est peut-être déjà de mettre un lien vers une page, vers quelque chose. Donc là, l'idée, c'est peut-être de mettre un lien vers ma page d'atterrissage.
visiter notre programme si c'est un événement. Et je peux voir, j'aurais peut-être dû, voilà, je peux recopier ça aussi ici, hein, si je veux que ça soit également visible sur LinkedIn, sur Facebook et sur LinkedIn. Voilà. Vous voyez qu'il y a parfois une réaction. Ici, sur LinkedIn, lorsque j'ai mis un lien, il a utilisé un raccourcisseur de lien intégré à Buffer, buff.ai, où je peux éventuellement utiliser Rebrandly, vous voyez, qui me permet éventuellement d'aller utiliser Rebrandly. Et il me met surtout, il est allé analyser la page vers laquelle je pointe, qui est une page Feature Strikingly, et il me dit, tiens, j'ai trouvé ces photos-là, laquelle on met en guise de photo d'accroche par rapport à mon lien. Donc, je peux très bien dire, tiens, on va mettre celle-ci. Ou peut-être finalement, non, je vais rester sur la photo que j'ai montée. Donc, selon le réseau social, j'ai un certain nombre de possibilités. Ils ne sont pas toujours les mêmes. Ici, là, il l'a fait aussi. A priori, sur Twitter, il ne le fait pas. D'accord ? Je vais penser à mettre des mots-clés, notamment sur Facebook ou autre. Admettons, je vais par exemple mettre hashtag EP digital. Hashtag entreprise. On va reparler des hashtags un petit peu plus tard. Entraînement. Voilà. Vous voyez qu'ici, par exemple, j'ai un compteur aussi sur Twitter qui me dit, ah, j'en suis à 129 caractères. 128. Il me reste 128 caractères. Twitter est limité. Hein. Au début, c'était 140, ils sont passés à 280. Au début, ils comptaient les caractères, y compris dans les liens. C'est pour ça qu'ils ont mis des raccourcisseurs de liens. Maintenant, ils ne les comptent plus forcément. Même si vous avez un lien un petit peu plus long, ils ne les comptent plus. Au début, il n'y avait qu'une photo possible. Je crois que maintenant, on peut en mettre 2. Mais on est un peu plus limité. LinkedIn, un peu plus large. On peut faire des posts beaucoup plus longs, ainsi de suite. Donc, chaque réseau social a ses spécificités sur le nombre de médias qu'on peut mettre, quel type de médias, quel type de mots-clés, ainsi de suite. Il y a tout ça qui entre en ligne de compte. Donc, c'est important peut-être de se familiariser d'abord un petit peu aussi avec toutes ces techniques pour pouvoir apporter ça aux stagiaires aussi de manière bien positive. Et ensuite, une fois que je suis content de mon poste, qu'est-ce que je fais? Je peux faire, par exemple, alors soit l'envoyer maintenant, soit faire un schedule, c'est-à-dire de dire, je vais, par exemple, programmer ça pour le 22 avril, je sais pas, voilà, à telle heure. Donc, je prépare mes postes et je peux les planifier sur tout un mois en avance. Voilà. Feu. Je vais donc retrouver sur mon calendrier, alors là, je n'ai pas grand-chose, parce que je ne me sers pas beaucoup de buffer, mais là, je vais retrouver ici le post qui est prévu. Là, je suis sur mon calendrier pour Twitter. J'ai le calendrier pour LinkedIn, j'ai le calendrier pour Facebook. Ou je peux toujours dire, oh, finalement, ce n'était pas bon, ou je peux encore le modifier, ainsi de suite. De l'avantage de cette planification, c'est quoi? Quand je commence ma campagne, étant donné qu'on va au fur et à mesure quand même analyser, voir est-ce que j'ai des retours, est-ce que pas, ainsi de suite et tout, peut-être que j'ai besoin, parce que je me rends compte au début de ma campagne que j'ai fait une boulette, j'ai peut-être besoin de corriger. Si j'ai planifié les choses, je peux revenir ici
Je fais une édition, je corrige mon post parce qu'effectivement, là, je me suis trompé, soit sur les liens, soit sur les visuels, où il y a quelque chose qui ne colle pas, et je peux corriger. D'accord? Donc ça, c'est un exemple. Voilà. Alors, il y a toujours... Après, il y a la possibilité d'avoir des analyses. Hein. Donc, c'est sur les derniers posts que j'ai, de voir comment est-ce que ça a été vu, liké, partagé, et ainsi de suite. Voilà un petit peu pour Buffer. Il existe une application mobile, donc on peut aussi, vous êtes sur une foire ou chose comme ça, vous pouvez publier directement sur Buffer aussi pour ça. Voilà pour Buffer. Après, il y a une autre application qui s'appelle Hootsuite, que personnellement je trouve un petit peu plus sympathique. Alors, Hootsuite a cet avantage aussi, c'est que vous pouvez par exemple être sur, si vous êtes sur Google Chrome ou le nouveau Microsoft Edge, si vous allez sur Hootsuite, il vous permet, c'est un peu nouveau ça aussi, une fois que vous avez créé un compte, login, est-ce qu'il va se rappeler de moi? Yes, normalement. Non. Tac, tac, tac. De l'importance d'avoir ça quelque part. C'est pas ça. C'était juste pour vous montrer une petite chose. Ok, c'était à partir de ce navigateur-là que je l'ai fait. Quand vous êtes connecté à Hootsuite, vous pouvez, quand vous êtes sur un navigateur qui est basé sur Chrome, vous pouvez à tout moment dire « Je veux installer ce site en tant qu'application ». Alors ça, c'est assez nouveau. C'est un concept qui a été mis en place sur le web. Ça s'appelle les Progressive Web Apps. L'idée de ça, c'est que vous allez retrouver ce site avec une continuité donc, de login, de fonctionnement et tout ça, en tant qu'application directement sur votre ordinateur ou sur votre téléphone, ou ainsi de suite, sans passer par un store. C'est-à-dire que vous êtes, par exemple, sur votre téléphone, vous ouvrez le Hootsuite dans votre navigateur, vous pouvez dire « Je veux l'installer comme application ». Et il va s'installer sur votre téléphone sans passer par le Google Store ou par l'App Store d'Apple. Voilà. Donc ça vient de plus en plus. C'était ça l'idée, c'est pour ça que je voulais le retrouver dans le navigateur. Mais je vais l'ouvrir du coup en tant qu'application. J'ai au départ la possibilité de surveiller des flux. Donc là, j'ai plusieurs onglets. J'ai un flux Twitter, j'ai un flux Facebook, j'ai un flux LinkedIn. Une sorte de tableau de bord où je peux mettre par colonne et dire il y a mes posts, il y a les enregistrements, il y a les messages privés, il y a l'activité. Si on vient en plein écran, on verra peut-être un peu plus. Et je vois alors les messages du mur, je vois si j'ai été mentionné, je vois si quelqu'un a mentionné certains mots-clés ou je pourrais suivre des mots-clés en fonction des flux. Là, je vois sur Twitter, par exemple, les tweets que moi j'ai faits, les mentions, les retweets, les likes. Donc, j'ai une sorte de tableau de bord qui me permet de surveiller un petit peu ce qui se passe et de voir, d'analyser, de regarder. Voilà. Donc ça, c'est déjà une possibilité. Et je peux ajouter des flux autant que je veux. Tout est personnalisable dans ce tableau de bord. Donc ça, c'est le côté pratique. Après, eh ben, j'ai un éditeur qui me permet, là aussi, de dire je veux faire un nouveau post. Donc, une nouvelle publication.
Qu'est-ce que j'ai d'autre sinon? Nouvelle épingle, éventuellement sur Pinterest. Et j'ai une interface qui est un petit peu plus sympathique que Buffer en termes de préparation de mon post. Donc, je vais sélectionner un réseau social, hein, une des pages, par exemple, la page LinkedIn, la page Twitter, la page Facebook. On pourrait en avoir plus, hein, on pourrait avoir Instagram, par exemple, ou d'autres. Là, je dis, je veux publier sur 3 réseaux sociaux. Et vous voyez que de ce côté-ci, l'outil m'a déjà construit 3 posts, même s'ils sont vides, qui me donnent des aperçus. OK. Déjà, ça permet de vérifier qu'on ne fait pas de faute ou de choses. Donc, voilà. Et vous voyez que instantanément, pendant que j'ai fait ça, j'ai ici mes posts qui se préparent. Je peux rajouter des photos. Cliquer, déposer ou sélectionner un fichier à mettre en ligne. Donc, je peux aller sélectionner une image liée à Pâques ou bien peut-être une autre image liée à ce qu'on est en train de faire. Est-ce que j'ai pas une image de... Voilà, un truc rigolo. Ou une image de votre ombre. Tiens, allez, feu. On charge l'image. Je peux avoir ma propre librairie média directement prête. Donc, voilà. Ah, chouette, il y a un sourire de tout le monde. Tac. Alors, et là, j'ai des options en fonction du réseau social que j'ai choisi. Par exemple, sur Facebook, il dit est-ce que les images, elles vont dans les photos du journal ou est-ce qu'elles vont dans un album séparé? Si j'avais un compte de publicité Facebook, est-ce que je veux faire une promotion par rapport à ce post et donc mettre un petit peu des sous pour dire ok, je veux toucher telle audience et ainsi de suite. Facebook a des outils assez larges de communication promotionnelle. Je peux ajouter pour certains réseaux sociaux le lieu. Vous savez que sur Facebook, vous pouvez très bien dire je suis à tel endroit ou l'activité s'est passée à tel endroit. Je peux déterminer quel public de ma page LinkedIn. Est-ce que c'est public? Est-ce que c'est privé? Est-ce que c'est juste un certain groupe? Voilà. Idem pour la restriction du public sur Facebook. Je peux choisir est-ce que c'est quelque chose qui est public ou est-ce que c'est public sauf tel groupe de personnes ou ainsi de suite. Donc, on a comme ça la possibilité de mesurer, de restreindre éventuellement l'audience. Vous voyez qu'au passage, tant que j'écris du texte, je vois les limites de caractères. Sur LinkedIn, il me reste 1126 caractères. Sur Twitter, il m'en reste 127. Sur Facebook, 1847. Donc, il y a vraiment des grosses différences entre les réseaux sociaux. Je peux bien sûr rajouter mes hashtags. Parce que là, je sais que ça va aller sur mon mur social. Hashtag REB, hashtag entreprise. Hashtag REB. Et donc, je peux vérifier à quoi ça va ressembler. Ah, j'ai oublié mon super lien. Donc, les sessions est ici. Vous voyez qu'ici, il me propose éventuellement de le raccourcir avec ow.li. Encore un autre raccourcisseur de lien. Je peux ajouter un tracking, c'est-à-dire un suivi. Je pourrais connecter
un outil de suivi directement pour savoir qui c'est qui a cliqué sur mon lien à chaque fois. Donc là, je pourrais aussi, par exemple, recopier un lien que j'ai fait sur Rebrandly et le coller ici, et du coup, utiliser Rebrandly comme étant un outil de raccourcisseur. Je ne suis pas obligé d'utiliser celui qui est intégré à Outsuite, qui s'appelle Owly. Voilà un peu à quoi va ressembler mon post. Donc, vous voyez qu'ici, d'un outil à l'autre, les raccourcisseurs de liens ne sont pas les mêmes. Après, je sais que que LinkedIn risque effectivement de me modifier mon lien, encore une fois, et de mettre un raccourcisseur LinkedIn. Ça, c'est possible aussi. L'essentiel, c'est que je sois bien dans ma stratégie. C'est-à-dire, ce n'est pas juste de découvrir l'outil. Là, l'outil est relativement simple. Je peux poster sur 3, 4, 5, 6 réseaux sociaux d'un coup. Tout va bien. L'avantage l'important, pardon, c'est de concentrer ça dans ma stratégie. C'est de dire, OK, j'ai un premier post qui va, par exemple, annoncer ma promotion, un deuxième post qui va la rappeler, un troisième post qui va annoncer peut-être qu'on va changer les taux de réduction et qu'on passe, au lieu de 10%, on va passer à 20% de promotion, ou alors on ajoute, ou on fait des packages ou des choses comme ça. La promotion, elle peut évoluer dans le temps, comme les soldes, elles évoluent dans le temps, par exemple. D'accord ? Ou si, par exemple, vous faites la promotion d'un événement, eh bien, ça peut être intéressant de planifier les posts en disant tiens, on est à J-10, on est à J-5 de l'événement, préparez ceci, cela, pensez à télécharger votre badge d'accès, et ainsi de suite. Donc, il y a toute une gestion de l'événement à l'avance qui peut être intéressante à faire sur les réseaux sociaux. Ça doit faire partie de votre stratégie de A à Z. Ce n'est pas juste des posts comme ça qu'on fait. Voilà. Donc, quand vous mettez vos stagiaires là-dessus, l'idée, c'est vraiment de leur faire comprendre, attention, on est dans une stratégie de communication. Il faut qu'il y ait un but derrière. Déjà, on va sur une page d'atterrissage avec les liens, et ainsi de suite. Donc, il y a tout cet aspect qui est nécessaire. Et cette stratégie, elle obéit quelque part à une volonté commerciale de vendre davantage ou d'avoir des nouveaux clients, ou voilà, tout l'objet de la stratégie. Donc, on n'oublie pas, simplement, on n'est pas juste à poster un truc juste rigolo pour aujourd'hui, on est quelque part dans une stratégie commerciale et ça obéit à une stratégie commerciale. Alors, la stratégie commerciale, elle peut être à long terme. Je vois Landry qui, de temps en temps, fait poster à ses élèves, tiens, aujourd'hui, il y a telle personne à l'accueil. Ça, c'est une stratégie commerciale à long terme qui peut être définie de A à Z, qui dit, OK, on essaye quelque part de fidéliser un petit peu les gens pour qu'effectivement, ils viennent régulièrement ou qu'ils nous contactent régulièrement, ainsi de suite. Donc, c'est une stratégie comme une autre. Et donc, ces posts-là s'inscrivent dans cette stratégie. Voilà un petit peu l'outil. Et pareil, je peux choisir de le publier maintenant ou de publier et réutiliser certains réseaux, publier, dupliquer, ou simplement programmer pour plus tard. Et c'est ce qui m'intéresse peut-être le mieux. Je vais dire, tiens, on va par exemple le programmer pour demain. Selon le niveau de compte que j'ai, là je suis sur un compte gratuit, mais si je prenais un compte payant, je peux éventuellement avoir un auto-schedule. C'est quoi? C'est Outsuite qui est capable de déterminer à quelle heure sur chaque réseau social il est plus pertinent de poster. Certains disent par exemple que voilà, il y a des réseaux sociaux, il vaut mieux poster à 4 heures l'après-midi parce qu'il y aura plus de personnes qui vont visiter ou voir. D'autres réseaux sociaux, c'est plutôt vers 8 heures le matin, et ainsi de suite. Là, tant que je suis sur l'outil gratuit, c'est moi qui détermine l'heure, et c'est la même heure pour chaque réseau social. Sur les versions payantes, quand on va plus loin, l'outil est capable de déterminer tout seul que sur ce type de page, sur ce type de profil, pour ce réseau social-là, ça c'est l'heure la plus pertinente. OK ? Donc là, je dis par exemple, je le veux demain à 10h50. Oui, très bien, ça me va. Allez, fin. Et donc, je peux cliquer sur programmer et j'aurai mes posts qui vont se publier automatiquement demain matin. Alors, de la même façon, je peux après accéder éventuellement à des statistiques, à des mesures d'audience, à des choses comme ça. J'ai aussi un gestionnaire de tâches.
pareil, si je veux passer sur une version payante, je peux être à plusieurs comptes et donc gérer un peu les tâches et les choses comme ça. Ou je peux mettre des applications tierces qui peuvent se connecter directement à mon compte tout de suite. Si je voulais, par exemple, utiliser certains outils, notamment Dynamics, voilà, peut se connecter, Zendesk aussi, et d'autres certainement. Donc certains CRM aussi peuvent se connecter à ça pour pouvoir directement connecter le CRM à l'outil tout de suite et donc peut-être préparer les choses du côté du CRM ou bien récupérer des contacts et choses comme ça, vice-versa dans le CRM par rapport à ceux qui ont fait des likes ou ceux qui ont fait des commentaires ou des choses comme ça. Donc on peut aller très loin sur ces outils-là. Est-ce que vous avez des questions? Non, visiblement. Ça vous laisse dubitatif. Moi, j'ai une question, mais enfin, je ne sais pas si c'est en lien avec ça. Je crois j'ai pas bien compris comment on met un lien sur Internet. En fait, quand on le crée dans Stringingly, on crée une page et après, elle arrive comment sur Internet? À partir du moment où vous publiez votre site sur Strikingly, vous avez une adresse. Vous pouvez par exemple mettre stocker.strikingly.com, admettons. Oui. Ou bien promopackstocker.strikingly.com, puisque c'est une page d'atterrissage. Et voilà. Donc vous pouvez mettre ce que vous voulez derrière. Après, ce lien-là, vous pouvez très bien du coup le publier directement Oui. ici. Voilà, parce que je me dis, on publie, d'accord, mais on va le chercher où et comment je fais pour qu'il existe, quoi. Alors, normalement, quand vous êtes sur votre page, je ne vois jamais tous mes onglets, c'est terrible. Quand vous êtes sur votre page, je vais aller sur une des pages. Pour reprendre l'exemple de Strikingly, qu'on a vu mardi. Quand je vais sur le site et que je suis sur les paramètres du site, donc je vais cliquer sur les paramètres. Ici, j'ai MyStrikingly URL, donc c'est l'URL en fait. Alors je peux en mettre une, je peux en mettre une autre, c'est moi qui choisis. C'est là où je choisis ce qui va venir devant la partie mystrikingly.com. Et c'est ce qui va constituer l'URL de mon site. Après, si vous avez votre propre domaine, vous pouvez gérer une redirection vers ça. Mais au départ, c'est ici que vous déterminez. Quand vous allez publier, il va vous demander ici. Alors au départ, lui, il vous met un numéro et un truc comme ça. Mais c'est vous qui pouvez très bien personnaliser cette partie-là tant qu'elle est disponible sur Strikingly. Ok. Et c'est cette URL-là que vous allez… après, quand vous allez par exemple sur l'aperçu du site, voir le site en temps réel, vous allez sur l'aperçu du site, vous l'avez en haut, du coup, votre URL, vous pouvez la copier, hop, et puis aller la poster directement dans vos posts, dans votre éditeur ici, pour pouvoir mettre le lien vers votre page d'accueil. C'est ce qu'on a fait aussi par rapport à au publipostage mail. Idem, Oui. on a récupéré ce lien-là, on l'a mis dans le mail, là, on le met dans les posts du réseau social. C'est pour ça que je dis qu'il y a une cohérence. Alors, à la fois, il faut que vous ayez une cohérence graphique, il faut que vous ayez aussi une cohérence de lien. Et s'il vous plaît, comment on fait pour la relier à Rebrandly? Pour la relier à Rebrandly pour raccourcir. Oui, je vais vous montrer. S'il vous plaît. Merci. Juste que je fasse sortir la VNGet. Voilà.
On a en ce moment des grosses guêpes qui se baladent. Alors, Rebrandly. Une fois que vous avez créé un compte, hein, c'est assez simple à créer au départ, ça c'était Sendinblue. Que vous ayez un sous-domaine qui soit à vous ou pas, ça ne change pas grand-chose. Là, j'ai copié l'URL de mon site, par exemple. Ça peut être une URL d'autre chose. Je dis, je veux créer un nouveau lien. Et je colle mon URL, quel qu'il soit. Et je peux choisir, alors soit j'ai mon sous-domaine, soit je suis sur Rebrandly quelque chose. Et par défaut, il me met 3 caractères comme ça au hasard. Mais je peux très bien personnaliser ça aussi. Et il va me dire, est-ce que c'est disponible ou pas? Et je crée mon lien. Et donc là, j'ai un lien rebrand.ly/visio, qui est court, qui cause, visio, ça cause. Par rapport à un lien super long, ça pourrait être un document que j'ai pris depuis un OneDrive ou autre, donc le lien il est long et moche et affreux. Donc je peux du coup publier plutôt ce lien-là. Et derrière, j'aurai des statistiques. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et là, du coup, je peux choisir copier. Visiter l'URL, je peux le copier. Et quand je l'ai copié, eh ben, je peux aller le coller dans mon Hootsuite directement dans mon post. Quand je crée une nouvelle publication. Donc là, dans mon texte, par exemple, j'utiliserai le lien que j'ai mis. Vous voyez qu'au passage, il a détecté, tiens, il y avait une page. Vous savez, on avait mis dans Strikingly un titre et une description et un icône. Il l'a détecté automatiquement. Donc, il vous propose de mettre le média avec. Donc, selon le réseau social, ça aurait une tête un peu différente en fonction de... Voilà. Donc là, si je balance juste mon lien sans mettre de texte, sans quoi que ce soit, voilà à quoi ça va ressembler. Sur Twitter, ça mettra une sorte de carte. Sur Facebook, ça va mettre pareil. Voilà, petit à petit, on a la personnalisation des aperçus ne peut pas être disponible sur Facebook, il nous dit. Et sur LinkedIn, pareil, il mettra une petite carte comme ça. Et pourtant, je suis passé sur un raccourcisseur de lien. Donc là, si j'étais sur une stratégie commerciale, notre nouvelle promotion est disponible. Et boum, je balance le lien. Oh, je peux en mettre plus, hein. Soyez créatifs. Voilà un exemple. Donc l'idée, c'est de manipuler un petit peu pour vos stagiaires tous ces outils, d'apprendre à faire le lien entre eux et de les utiliser à bon escient en termes d'agilité digitale. Hein. De dire, OK, ben, aujourd'hui, ben, je ne fais plus simplement un mail que j'envoie tel que, ben, je vais plutôt voilà, faire une vraie campagne emailing, une vraie campagne sur les réseaux sociaux, tout ça en ayant tout planifié avant entre les visuels, les liens, la page d'atterrissage et ma boucle est bouclée. Et si derrière j'ai mis une boutique en ligne sur WooCommerce et que j'ai relié à ma gestion commerciale dans Idillis, la boucle est encore plus bouclée. Aujourd'hui, il y a un concept complet qui existe, hein, qui s'appelle l'automatisation du marketing, où on va faire un certain nombre d'étapes pour que ce marketing puisse être complètement automatisé. Je vous ai mis un lien.
dans la page des rencontres visio sur ce qu'on a fait hier. Oups, ça va se charger, voilà. Ça charge encore, donc ça revient. Voilà. Hier, je vous ai mis donc, les 25 astuces pour devenir un pro de l'emailing. Ça a été fait par Sendinblue. Ça contient notamment des mots-clés, de choses à ne pas utiliser sur un emailing. Il y avait la liste des mots interdits qui a été fait également par MailPro et un guide du marketing automatisé qui est également fait par Sendinblue. Donc, j'ai trouvé que le guide était assez intéressant et pertinent, qui vous explique un petit peu comment vous pouvez relier une boutique à votre moteur d'emailing et j'en passe. Donc, il y a pas mal d'étapes comme ça qui sont décrites. Après, c'est juste un petit début. Il existe beaucoup d'articles là-dessus, sur le marketing automation, comme on appelle ça en anglais, qui sont là pour vous aider ou vous guider sur comment vous pouvez connecter un petit peu ou interconnecter tous les services en ligne. Vous pourriez connecter votre CRM aussi là-dessus. Idealis a d'ailleurs un CRM aussi qui permet de faire des emailing publicitaires. Donc, voilà, du coup, vous vous adressez déjà aux clients que vous avez déjà dans votre gestion commerciale, par exemple. Et vous utilisez votre outil de CRM, vous pouvez lancer un emailing. Mais à côté de ça, vous pouvez très bien utiliser un outil comme Hootsuite pour lancer la même promo sur les réseaux sociaux, d'où l'importance de la page d'atterrissage. Là, elle prend tout son sens. Est-ce que vous avez des questions? Pardon. Le CRM d'Idealis nous permet d'occulter toutes ces applications-là. On peut envoyer… Non, il vous remplacerait peut-être juste celle qu'on a vue hier, Sendinblue. Ah, d'accord. Parce qu'il va se baser sur les adresses mail de vos contacts que vous avez mis dans votre CRM. D'accord. Voilà. Par contre, l'avantage des outils de CRM, c'est qu'ils vous permettent de segmenter de manière peut-être plus pertinente ou de manière plus personnalisée. Je prends l'exemple d'un autre CRM qui s'appelle HubSpot, qui est un CRM gratuit aussi. Vous pouvez avoir un suivi complet de votre contact et de votre relation avec un client ou avec un prospect. Notamment si vous connectez votre CRM à votre boîte mail. HubSpot permet de le faire. Et donc, en fait, dans chaque mail que vous envoyez, vous pouvez mettre un suivi. Donc, si c'est une nouvelle personne, il va créer une nouvelle fiche contact dans le CRM automatiquement. Basé sur le domaine de l'adresse mail, il va éventuellement chercher des informations sur l'entreprise ou basé sur la signature du mail de la personne. Il cherche, il y a une recherche un peu intelligente. S'il trouve que la personne, par exemple, travaille à l'IFRA, il va chercher, il va créer une fiche entreprise IFRA aussi. Et si vous avez deux contacts dans la même entreprise, il va dire, mais attention, dans cette entreprise-là, on a déjà contact avec 2 ou 3 ou 4 personnes. Tout ça tout seul, vous n'avez rien fait d'autre que de connecter ça à votre boîte mail et il travaille derrière pour vous à collecter les informations. Du coup, les mails que vous envoyez sont consignés, les réponses aussi. Vous avez même éventuellement la possibilité de savoir quand est-ce que le mail a été ouvert, ainsi de suite. À côté de ça, l'outil vous permet aussi de consigner un appel téléphonique. Vous allez dessus, vous dites « Ok, j'ai appelé cette personne, voilà ce qui s'est passé ». Vous pouvez mettre des notes, planifier un rendez-vous, ainsi de suite. Tout un vrai outil CRM. Tout ça gratuitement. Et l'avantage que vous avez derrière, si vous voulez passer après sur des notions d'envoi publicitaire ou choses comme ça, c'est que vous allez pouvoir segmenter en fonction, par exemple, du nombre de contacts que vous avez vus. Ou est-ce que cette personne est passée du lead du prospect au lead, par exemple? Est-ce que c'est devenu un client qui est plus intéressé parce qu'il a manifesté de l'intérêt? Donc, en fonction du nombre de communications que vous avez eues ou en fonction de ce que vous avez mis dans la fiche, vous pouvez du coup segmenter et dire, tiens, ça, c'est les clients les plus intéressés. Donc, on va peut-être leur balancer une promotion qui est peut-être différente que les clients à qui on donne simplement l'information générale parce que ça va être des nouveaux clients ou que les prospects qui ne sont pas encore dans le CRM. Enfin, voilà, il y a différentes choses possibles. Et les outils de CRM sont pratiques pour ce genre de choses-là. Et c'est une vraie découverte parfois pour certains stagiaires en communication commerciale qui ne connaissent pas du tout des outils de ce type-là. Donc, si vous voulez, un jour, on peut faire une session par rapport à HubSpot si ça vous intéresse.
Mais je pense qu'Idilis permet déjà pas mal de choses aussi là-dedans. Je ne connais pas Idilis en termes de CRM et toutes les possibilités qu'il y a dedans, mais je sais que HubSpot permet de le faire en tout cas. Moi non plus, on ne l'utilise pas. On n'utilise que la gestion co et la compta et la paye. Et encore la paye. Alors, pour ceux qui ouvrent des comptes Idilis chez nous, en général, quand il y a une gestion commerciale, je coche les deux, gestion co et CRM. Donc, je pense que ça peut être intéressant d'étudier ou de découvrir, ou en tout cas au moins ces aspects-là. Oui. Surtout, ce qui peut être bien, c'est de mettre un petit peu de créer des process internes dans votre entreprise au niveau des commerciaux. Par exemple, vous voulez lancer une action de phoning, dire par exemple, vos commerciaux vont téléphoner, faire du phoning aux autres EEP. Pourquoi pas? C'est bien. Mais est-ce qu'il ne serait pas pertinent que quand ils font leur phoning, ils aient devant eux l'outil CRM et disent, tiens, je téléphone à ce contact. Premièrement, ils vont avoir, je peux vous montrer d'ailleurs si vous voulez, mais ils vont avoir devant eux la fiche de la personne. Donc, ils voient toutes les communications mail qu'il y a pu y avoir. Ils ne vont pas parler dans le vide. Ils parlent un petit peu en connaissance de cause où on peut au moins leur demander de lire un petit peu en amont déjà ce qui s'est passé. Même si ce n'est pas eux qui ont eu contact, c'est peut-être le collègue, mais au moins ils savent ce qu'il y a eu. Donc, ils ne vont pas raconter des conneries, je dirais, aux prospects potentiels ou aux clients potentiels. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ils vont consigner cet appel. Ce qui évitera que 10 minutes après, il y en ait un autre qui ait le même contact ou la même entreprise. J'ai déjà eu ce cas où j'ai des stagiaires qui m'ont appelé. 10 minutes après, il y a un autre stagiaire de la même entreprise qui m'appelle. 10 minutes après, il y en a un autre parce qu'ils avaient fait un atelier phonique. Très bien, c'est génial. Alors, visiblement, ils ne s'étaient pas bien répartis la liste. Donc, on les a accueillis gentiment, il n'y a pas de problème. Mais bon, on leur a expliqué. On leur a dit, vous savez, il y a 10 minutes, il y a quelqu'un déjà qui m'a appelé de chez vous. Donc, peut-être qu'il ne faudra pas partager les infos de ce que j'ai dit à l'autre personne. Surtout si vous faites croire qu'il y a eu des perles dans la conversation ou quelque chose. Alors là, du coup, effectivement, ils vont causer. Donc, c'est bien, ça fait une animation pédagogique. Mais on déborde un peu du domaine réseaux sociaux, mais l'utilisation du CRM, elle est là. Elle est de pouvoir consigner toute cette communication. Et voilà. Moi, j'ai parfois des entreprises au bout du fil qui m'appellent. Il y en a un, il voulait me vendre un référencement Google. J'ai dit, c'est bien, est-ce que vous êtes renseigné sur notre entreprise? Ah et là, il découvre. Et, donc, il n'a même pas fait la recherche en amont ni rien. J'ai dit, tapez REP sur Google et puis on va voir. Et puis, on sortait premier. J'ai dit, tapez entreprise d'entraînement, on était toujours en première page. J'ai dit, est-ce que j'ai vraiment besoin de vos services, monsieur? Voilà. D'accord. Et de l'importance, et ils m'ont rappelé un mois après, de l'importance du CRM, c'est que je lui ai rappelé qu'un mois avant, quelqu'un d'autre de l'entreprise m'avait déjà appelé. Voilà. On a un jour aussi une entreprise de téléphonie, alors téléphonie, Internet et des choses comme ça, qui a voulu nous vendre de la connexion Internet, des routeurs 4G, des choses comme ça. OK, comme au REP, on n'était pas encore fibré, on a dit, tiens, ça pourrait être intéressant. Voilà. Ils se sont pris les pieds dans le tapis dans la communication. Je crois qu'ils ont été 5 ou 6 ou 7 à appeler, à redemander, à reposer les mêmes questions. Ils n'ont pas communiqué. J'ai dit, écoutez, si vous n'avez pas même un CRM pour une entreprise de télécommunication, c'est le comble. Si vous n'avez pas un CRM derrière qui vous permet au moins entre collaborateurs de partager les infos, je ne vais pas repasser 1 heure au téléphone avec le nouveau collaborateur juste pour expliquer. Ce n'est pas possible, quoi. Voilà. Parce que derrière aussi, sinon, on sollicite trop de temps à ce client. L'information, c'est devenu le nerf de la guerre. Oui. Il faut quand même une formation de vendeur, non? Comment? Il faut avoir quand même avoir une formation, enfin un minimum de vendeur ou de marketing. Vendeur marketing ou assistant commercial. Alors, d'être au moins... je pense que vos stagiaires qui sont du côté commerce, ils peuvent quand même au moins être conscients qu'il y a des outils de ce type-là et qu'il faut qu'ils consignent des informations. Moi, je parlais déjà formateur. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Et pourtant, Parce moi, que j'ai pas du tout de compétences commerciales. J'ai jamais été formé à ça. Bravo. Comptable à la base. Parce que je viens de me balader dans le CRM d'Edilis. Il y en a des choses.
Il y a beaucoup de choses. Je suppose que si le CRM est un peu complet et un peu professionnel, oui, il y a certainement beaucoup de choses à faire. Je pense qu'on peut très bien dire on démarre avec celui-là. Rien ne vous empêche après d'en voir un autre 100% en ligne. L'avantage de certains qui sont en ligne, c'est qu'ils vont chercher l'info pour vous. HubSpot, par exemple, il va chercher sur LinkedIn, il va chercher sur Google, il va chercher un tas d'informations et il remplit les fiches pour vous. Quand on est paresseux, c'est génial. Mais je sais et je connais aussi des commerciaux qui disent non, moi je veux absolument pas ça, je veux que les infos que moi je mets dedans pour maîtriser l'info qu'il y a dedans. Pourquoi pas? Donc il y a un petit peu tout ça. C'est vrai que même pour nous, formateurs, on n'a pas l'habitude parce qu'un formateur, ce n'est pas un commercial, il n'a pas l'habitude de vendre. Et si on fait ces sessions, ce n'est pas pour rien. Hein. On a bien vu qu'effectivement, il y a beaucoup de formateurs qui ils sont pédagogues d'abord. C'est bien, c'est très bien. Donc, ils vont avoir une très bonne façon de faire passer l'info. Mais il faut aussi le côté un peu entreprise ou le côté organisation de l'info dans l'entreprise. Donc, il y a cet aspect management qui est nécessaire pour faire ce lien. Voilà un peu. Et je pense qu'il y a de plus en plus de CRM maintenant qui intègrent notamment les notions de réseaux sociaux aussi. Donc, on peut dire, bah, tiens, tel client, il a aussi un compte sur les réseaux sociaux et des choses comme ça. Et pour revenir un petit peu à notre thématique du jour, moi, ce que je vous invite aussi à faire, si vous voulez que votre post ou que votre communication commerciale sur les réseaux sociaux soit pertinente, il faut avoir éventuellement aussi une action un petit peu proactive, c'est-à-dire d'aller visiter les sites, les pages et les comptes de vos différents prospects ou de vos différents clients ou de vos différents partenaires et d'être positif sur des commentaires, des choses comme ça, de vous faire connaître, de vous faire… Parce que plus vous interagissez avec ces comptes, plus quand vous allez poster, vous allez être visible sur leur fil d'actualité. Il y a cet aspect-là aussi. Google a ses algorithmes, LinkedIn a les siens, qui font que quand vous faites un post, ce post il va être visible sur votre mur. Vous avez certainement déjà tous comparé votre fil d'actualité Facebook avec le fil d'actualité Facebook de votre voisin, de votre conjoint, de n'importe qui. Ce n'est pas la même chose. Il ne voit pas la même chose. Pourquoi? Parce qu'il ne s'intéresse pas au même compte, il ne suit pas les mêmes comptes, il n'a pas les mêmes interactions. Et les algorithmes de ces réseaux sociaux font que certaines infos, vous allez voir tout de suite au début, ou certaines infos, elles vont être très loin et il faut avoir le temps de scroller. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé au bout du fil Facebook. Je crois que ça m'est arrivé un jour, je m'en mets tellement. Waouh. Mais on n'arrive pas parce que c'est de l'infini de scrolling. Néanmoins, pour être assez en haut et pas en bas, effectivement, il y a le fait d'être quand même assez proactif avec tout votre réseau. Ou alors, c'est de passer par la case, c'est-à-dire de payer. Si vous regardez, quand vous ouvrez votre fil Twitter, la deuxième publication, c'est systématiquement une publication commerciale. Pourquoi? Parce que c'est une entreprise qui a payé. Et quand on va sur ces outils-là, par contre, on va sur des ciblages assez loin, on va sur des outils… C'est un monde dans le monde. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà ouvert les outils professionnels qui vont, par exemple, derrière Facebook ou derrière Twitter. Vous ouvrez une porte et vous vous rendez compte qu'il y avait encore un espace plus grand derrière que ce que vous aviez déjà découvert. C'est assez phénoménal. Et gérer un jour, ne serait-ce qu'un événement sur Facebook, quand vous faites une foire ou quelque chose, une journée porte ouverte, mettez l'événement sur Facebook et regardez toutes les options que vous avez vis-à-vis de cet événement. C'est assez phénoménal. Et là, par contre, vous ne pourrez plus forcément utiliser des outils comme ça, parce que créer un événement sur les outils de Facebook ou autres, c'est déjà, voilà, ça ne se pilote pas entièrement, en tout cas pas avec les comptes basiques de OutSuite. Il existe des outils qui permettent de piloter ça à distance sur tous les réseaux sociaux d'un coup, parce que vous allez créer un moment sur Twitter et un événement sur Facebook et ainsi de suite, et tout sera relié. Mais en général, les PME, là, vont plutôt effectivement utiliser les services d'un community manager qui va travailler dessus. Ça veut dire quelque part qu'on peut aussi intégrer dans nos EEP des nouveaux métiers comme le community manager, comme le web marketer, comme le web designer, qui va vous arranger vos images, vos choses comme ça, vos vidéos, vos contenus, à quoi va ressembler votre page d'atterrissage,
comment l'organiser, tout ça. Tout ça, c'est des métiers qui sont apparus petit à petit. Au début, c'était un peu chaotique, il faut l'admettre. Aujourd'hui, ça se structure. Le community manager, c'est un vrai métier bien structuré. On ne trouve par contre pas encore de titres, de choses comme ça, ou très peu, hein. Mais c'est des formations qui sont demandées. Donc, c'est aussi. Et le EP peut être un véritable bac à sable et un beau terrain d'entraînement pour ce type de formation. Parce qu'en plus, voilà, on partage ça sur nos réseaux à nous. Alors, au début, vous pouvez même essayer d'abord Yammer, hein. Vous êtes vraiment sûr que vous touchez que des EEP et rien d'autre. Et au moins, ça n'a pas d'incidence vraiment derrière. Mais après, vous pouvez toucher ces réseaux-là aussi. Dans le cadre de l'EP, c'est très bien. Donc, d'intégrer ces nouveaux métiers peut vous permettre aussi, en tant qu'EP ou centre de formation, quelque part d'avoir une offre et une réponse un petit peu plus pertinente ou un petit peu plus digitale vis-à-vis et de vos financeurs, prescripteurs ou du marché de l'emploi ou du marché de la formation. Parce que je crois qu'aujourd'hui, c'est un virage et un tournant qu'il faut prendre. Last but not least, comme on dit, intégrez ça aussi dans votre TRE. Rien ne vous empêche de dire, je mets par exemple Hootsuite pour les postes qui concernent l'entreprise d'entraînement et je mets mes stagiaires sur Buffer quand ils doivent publier des choses par rapport à leur propre TRE, sur leur compte personnel. Et là, l'intérêt des deux outils peut être pertinent. C'est que je choisis d'un côté de publier sur les pages, je choisis d'un autre côté de publier sur des comptes. Et j'ai vu les deux aspects. Vous pouvez très bien faire mener une campagne TRE un peu agressive, digitale par vos stagiaires sur le net en utilisant les mêmes process en parallèle de vos campagnes marketing que vous faites dans votre EP. Est-ce que vous avez des questions? Vous aurez l'endormi. Oui, dis-moi, Jean-Marc, Hakim, Hotsuite, d'accord, c'est pour gérer un petit peu nos réseaux sociaux. Et Buffer? Pareil. On peut faire la même chose avec les deux, sauf qu'il y en a un qui est, je le trouve, un petit peu plus joli en termes de présentation quand on fait un nouveau post. Parce qu'on a un aperçu immédiat graphique d'à quoi va ressembler le post. Tu parles de Hotspot, là. Je parle de Hootsuite. Hotsuite, pardon. Merci. Je parle de Hootsuite, quand là, je vais sur une nouvelle publication, hein, comme j'étais tout à l'heure, je vois en fonction des réseaux sociaux que je choisis. Donc, si j'ai paramétré mes 3 réseaux sociaux, je tricote avec les doigts aujourd'hui. Trop de code. Voilà. Et là, je vois tout de suite, j'ai un aperçu de mes posts en fonction de ce que j'ai fait. J'ai la même chose sur Buffer, mais pas aussi bien fait, je trouve. Où suis-je? Où est mon Buffer? Sur Buffer, quand je planifie une publication, alors déjà, Buffer n'a pas ce système de pouvoir l'utiliser comme une application directement sur le PC, hein, et donc de pouvoir travailler éventuellement hors ligne, alors que Hootsuite, on peut travailler hors ligne. Donc Buffer, quand je dis que je veux créer un nouveau post, que je choisis plusieurs réseaux sociaux, au départ, je fais un post
complet. Je mets les hashtags. Et après, je peux aller customiser pour chaque réseau. OK. Mais je n'ai pas d'aperçu aussi bien fait. Honnêtement, l'interface, elle n'est pas aussi chouette. Si je compare cette interface-là par rapport à celle-ci, où je vois en temps réel immédiatement à quoi vont ressembler mes posts, je suis plus intuitif et plus à l'aise là-dessus. C'est tout. Après, c'est peut-être du look and feel et du choix et des couleurs. Voilà, hein, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Hein, ça, c'est un grand... Personnellement, je préfère travailler avec Hootsuite. Aussi parce que je trouve le calendrier un petit peu mieux fait. Mais vous pouvez très bien, et c'est bien de former aux deux, de dire, par exemple, utilisez Buffer pour votre communication perso, utilisez Hootsuite pour la communication de l'entreprise, ou vice-versa. Et ça permet de voir deux outils. J'ai une autre question. Vous dites que... Allez-y, allez-y. Non, vous dites que Hootsuite peut être utilisé hors ligne, hors connexion. C'est comme une application, c'est ça? Oui. Est-ce qu'il y a moyen de... Quand on l'installe en tant qu'application, oui. Oui, et est-ce qu'il y a moyen effectivement de l'importer sur un autre PC? Enfin, peut-être ma question est... Ou est-ce qu'il faut être connecté à Internet pour pouvoir mettre en place l'application? Alors, il faut s'y connecter une première fois, ça c'est sûr. Mais après, étant donné que c'est une progressive web app, elle a normalement un mode offline. D'accord. Et on peut quand même préparer des messages sur les différents réseaux. Il me semble qu'on peut le faire. Je l'ai pas Parce que testé. si on est hors... Ouais. Ouais, mais c'est à tester. Je pense qu'on peut le faire. On peut préparer les posts et une fois qu'on est connecté, travailler avec. Parce que normalement, elle a son service worker, elle a un mode offline, un stockage offline. C'est le principe. Alors, je vous réponds plutôt en tant que développeur parce que je me suis intéressé à ce concept de Progressive Web App et que Microsoft me l'a présenté. Et où sur des ateliers de développeurs, on m'a expliqué quels sont les critères qu'il faut pour qu'un site web puisse devenir une app comme ça. Et dans les critères, il y a le fait normalement que l'application puisse fonctionner hors ligne. Donc, il y a moyen de la faire fonctionner hors ligne. Ça ne veut pas dire qu'on peut tout faire, mais ça veut dire qu'on peut certainement voir une partie où, voilà. D'accord. À tester jusqu'où elle peut aller hors ligne et pas, mais elle a un mode hors ligne. Comme elle a un service de tâches de fond, de travail de fond, qui permet justement cette programmation et choses comme ça. Comme l'application a aussi normalement son propre stockage et partage la même expérience utilisateur que vous soyez sur le navigateur ou dans l'application. Normalement, il y a cette continuité. D'accord. Je sais que Outlook, vous pouvez maintenant l'avoir en Progressive Web App aussi. Il y en a différents autres. Au passage, je vous invite à regarder, si vous avez tous LinkedIn, vous ouvrez votre compte LinkedIn, vous allez dans la recherche et vous allez taper hashtag Penn Worldwide à titre d'exemple. Ça, c'est le principe des hashtags. Et vous allez sur ce hashtag et en fait, il va vous faire ce qu'il appelle un feed, donc un flux d'actualité de tous les posts qui comprennent ce hashtag. Et vous pouvez choisir, moi je l'ai fait, de dire « je suis ce hashtag ». Et donc, je suis abonné et je vais avoir des notifications et des mentions chaque fois que quelqu'un publie un post sur lequel il va y avoir ce hashtag Penn Worldwide. Penn Worldwide étant le nom de notre réseau international. Si vous suivez ce hashtag, vous allez savoir tout ce qui se passe
sur LinkedIn par rapport à notre réseau international, puisque la consigne a été donnée un peu à tous les membres du réseau international d'utiliser ce hashtag. Vous pourriez très bien aussi dire hashtag EEP digital, puisque c'est notre grande thématique en ce moment. Et j'ai donc la possibilité de voir le flux EEP digital et de dire je vais le suivre. Respecter les majuscules, minuscules dans le hashtag ou pas spécialement? Pas spécialement. En général, on utilise les majuscules, minuscules juste pour qu'on arrive quand même encore à les lire et les distinguer. Parce que souvent, on va associer 2, 3, 4 mots dans un hashtag. Hashtag restez chez vous. En ce moment, c'est d'actualité. Hein. Et ben, ce hashtag-là, il est très populaire. Vous pouvez le suivre sur Facebook, sur ainsi de suite, ou sur Twitter ou sur LinkedIn. L'idée, quand vous mettez un grand R pour rester, un grand C pour chez et un grand V pour vous, c'est juste que visuellement, vous arrivez à distinguer les trois mots. Mais le lien URL, vous voyez qu'ici, il m'a mis en haut un lien. Feed, hashtag EEP digital. Et c'est tout en minuscule. Oui. Parce que sur les URL, majuscule, minuscule, il n'y a pas de différence. D'accord? C'est juste visuellement que vous arriverez à plus le communiquer, tout ça. Du coup, si vous suivez hashtag EEP digital, vous voyez des super posts. Il y en a un qui va réagir. Hein, normalement, il devrait rigoler. Il est bien grand, Jérémy. Jérémy, qui a eu un jour une visite surprise quand on est passé au Mans. Voilà. De temps en temps, on poste des choses. Alors, soit on poste sur les activités pédagogiques, soit on poste sur nos activités REP, ainsi de suite. Voilà. Donc, l'intérêt du hashtag, c'est ça. Et je vous invite à les suivre un petit peu. Je pense qu'on pourrait, au niveau du REP, se mettre d'accord sur 4-5 hashtags qu'on utilise. Par exemple, hashtag entreprise d'entraînement, hashtag REP, hashtag EEP ou choses comme ça. Il faut faire attention que ça soit un hashtag qui ne soit pas déjà bien utilisé, voilà. Mais ça peut être sympa. C'est pour ça que moi, j'ai utilisé EEP Digital. Ça fait 3 ans qu'on l'utilise maintenant, depuis qu'on a fait ces rencontres formateurs un peu sur cette thématique. Qu'est-ce qui m'a poussé à utiliser les hashtags? C'était quand on a fait le mur social. Sur un mur social, il y a un hashtag d'une rencontre, hashtag d'une foire, hashtag de quelque chose, d'accord? Donc, c'était ça. Et puis, du coup, on a gardé ce hashtag. Au début, on avait mis EP Digital 2017, 2018, 2019. Finalement, on s'est dit, on va mettre juste EP Digital et ça marche très bien. Notre réseau international nous donne même des consignes. Là, ils nous ont donné des consignes de hashtag en disant il y a au moins 3 mots-clés qu'il faudrait mettre à peu près sur les posts. Si vous voulez qu'il ait cette visibilité sur le réseau international, notamment hashtag Penn Worldwide ou notamment hashtag Practice Enterprise. Okay. Donc, je vous ferai passer un peu en compte-rendu aussi cette note par rapport aux différents hashtags qu'on pourrait utiliser dans le réseau, histoire que quand vous postez, vous, sur les réseaux sociaux, mettez les hashtags et du coup, si tout le monde se met à les suivre, voilà. Alors, je piégerai la prochaine fois tous les formateurs quand on sera en rencontre à Paris. Voilà, je dirai maintenant, ouvrez votre téléphone, allez tous sur LinkedIn, tapez ce hashtag-là et cliquez sur suivre. Et hop, tout le monde suivra. C'est comme ça qu'on se fait attraper de temps en temps sur des réunions, c'est marrant. Mais voilà, le principe, il est là. Il est de pouvoir suivre les bons mots-clés et puis d'avoir du coup l'info bien correctement dans son fil. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que tout le monde a est-ce que Twitter, Facebook, enfin je sais qu'Accepsi, il n'a rien du tout hein, concernant cette communication. Est-ce que toutes les EEP ont tous ces réseaux sociaux? Ou enfin, pourquoi par exemple Twitter, Facebook, est-ce que c'est bien d'en avoir plusieurs? Voilà, Instagram, c'est pour faire travailler en fait les stagiaires sur plusieurs réseaux sociaux ou c'est une stratégie de communication? Il y a les deux. Il y a les deux. Ça peut être une stratégie de communication parce que sur certaines communications, on va cibler certains réseaux sociaux. Quand vous voulez faire du B2B, classiquement, vous allez surtout cibler, par exemple, LinkedIn.
Alors que quand vous faites du B2C, beaucoup plus, vous allez cibler Facebook, même si Facebook s'intéresse beaucoup au business, hein. Ils ont lancé les workspaces, ils ont lancé plein de choses justement pour attirer les entreprises. Donc, mais voilà, Twitter va être un peu plus généraliste selon quels sont les comptes que vous suivez. Chacun utilise aussi les réseaux sociaux d'une autre manière. Moi, personnellement, j'utilise Twitter surtout pour ma veille. Veille technique, veille pédagogique, veille d'information. Voilà, je suis un certain nombre de comptes, d'influenceurs, de gens que j'ai envie de suivre parce que je trouve que c'est pertinent ce qu'ils publient. Et du coup, Twitter est intéressant, effectivement, pendant un quart d'heure le matin, à défiler, et hop, tiens, qu'il y a un truc qui attrape l'œil et on trouve des idées. Bon, très bien. Oui. Par contre, je vais utiliser LinkedIn plutôt différemment et ainsi de suite. Enfin, c'est plus de réseautage. Facebook, Facebook, on peut apprendre hein, à bien le manipuler. Vous pouvez sur un compte Facebook faire apparaître des choses qui sont et privées et professionnelles et selon les personnes qui vous suivent sur votre compte, ils ne verront pas du tout la même chose. Parce que vous pouvez déterminer, vous pouvez faire des groupes dans vos amis et dire par exemple, il y a un groupe c'est pro, il y a un groupe c'est privé, et ainsi de suite. Et quand vous faites un post, à chaque post, vous pouvez choisir est-ce que c'est public, est-ce que c'est tout le monde sauf ce groupe ou bien est-ce que c'est juste ce groupe ou ainsi de suite. Donc, votre journal Facebook aura une gueule tout à fait différente selon le visiteur. D'accord. Et au passage, bah, vous n'êtes pas obligé de publier non plus de manière très large votre liste d'amis. Moi, je sais qu'il n'y a qu'une personne, à part moi, qui peut voir ma liste d'amis. Voilà. C'est ma compagne, question de confiance. Voilà. Non, mais c'est tout. Mais ça se choisit. Il y a tellement d'options possibles en termes de sécurité, en termes de vie privée ou publique, ou ainsi de suite, et d'audience sur ces réseaux sociaux. Au passage, si on veut aller loin, vous pouvez expliquer à vos stagiaires aussi que, bon, déjà, il y a l'e-réputation qu'il faut gérer. C'est-à-dire que votre stagiaire, quand il va faire un entretien d'embauche, sachez que le recruteur, en général, il est déjà au moins allé faire un tour sur Google, Facebook, LinkedIn et j'en passe. Donc, il en sait déjà pas mal. S'il n'a pas utilisé, si c'est un recruteur professionnel, des outils qui vont chercher ça pour lui, et il y en a qui vont très loin. Après, on peut aussi utiliser des outils qui permettent de gérer l'e-réputation. Donc, ils vont chercher pour vous et vous dire est-ce que c'est vous, est-ce que c'est pas vous, est-ce que c'est positif, est-ce que c'est négatif, et ça vous permet d'aller faire le ménage. Voilà. Mais il y a souvent un ménage qui s'impose aux stagiaires quand vous leur mettez en place la TRE sur les réseaux sociaux. Il vaut mieux peut-être pas que toutes les photos qu'ils ont fait en soirée, en machin, en truc, soient publiques. Voilà, sinon, après, bon, il faut en laisser un peu parce que il faut montrer aussi qu'on a une vie privée, un équilibre et qu'on ne pense pas qu'au boulot. Mais voilà, il y a cet aspect-là à gérer pour les stagiaires pour qu'ils comprennent que l'e-réputation, elle a son importance. Bien sûr. Voilà. Et pareil pour l'entreprise. C'est la même chose. L'entreprise va gérer son e-réputation, va gérer aussi comment elle est perçue et ainsi de suite au travers des réseaux sociaux. Donc, est-ce qu'il y a des commentaires positifs? Est-ce qu'il y a des commentaires négatifs? Est-ce qu'il y a beaucoup de likes? Est-ce qu'il y a beaucoup de partages? Et s'il y a un commentaire positif, est-ce qu'il est partagé aussi? Et s'il y a un commentaire négatif, est-ce qu'il a été vu? On conseille par exemple de ne jamais laisser un commentaire négatif sans réponse ou de ne jamais le supprimer. Vous supprimez un commentaire négatif, vous vous faites pilonner. D'accord. Mais vous répondez de manière adéquate à un commentaire négatif, là c'est intéressant. Je reprends l'exemple que j'ai donné en début de session, Zoom qui est très critiqué en ce moment, leur CEO a vraiment fait un peu son mea culpa en disant oui, on a merdé sur l'aspect sécurité, on est en train d'y travailler pour l'améliorer. Commentaire négatif, réponse appropriée. De transparence, de dire ok, oui, c'est vrai, on reconnaît, on peut avoir merdé, on peut avoir fait des erreurs, on les corrige. Vaut mieux ça que de dire non, ce que vous dites, c'est nul. Non, il y a cette gestion de la réputation. Il existe des outils qui font ça pour vous, même, mais alors ils sont super chers. J'ai vu un jour un tableau de bord comme ça pour des grandes entreprises
qui m'était présenté par... c'est une entreprise française qui gère, par exemple, toutes les réputations de Samsung. Ils ont monté des tableaux de bord qui cherchent sur les réseaux sociaux, c'est assez phénoménal. Et c'est comme ça qu'ils ont pu avoir la réponse appropriée quand les Galaxy Note ont commencé à exploser. Donc voilà, c'est des choses où il y a des outils qui se construisent, qui vont chercher sur les réseaux sociaux les commentaires. Il y a maintenant même de l'intelligence artificielle qui analyse est-ce que c'est positif, c'est négatif, voilà. Avec un pourcentage d'erreur, hein, mais ça évite d'être obligé de tout lire. Ou ça évite d'être obligé d'avoir 15 community managers qui gèrent les réputations de l'entreprise. Mais là, vous pouvez faire toucher du doigt l'aspect de gestion des communautés à vos stagiaires, notamment commerciaux, mais à tous les autres aussi du côté de la TRE. Donc, ceux qui n'ont pas vocation à faire du marketing ou du commerce, mettez-les sur l'aspect TRE par rapport à ça, en disant, voilà, vous pouvez créer une petite infographie, vous pouvez mettre une page d'atterrissage avec vos compétences, votre portfolio, ce que vous avez fait, et puis vous postez sur les réseaux sociaux. Ça peut être une démarche complémentaire à l'envoi classique de CV, des choses comme ça. Et sur le CV même, ils peuvent aussi remettre, par exemple, un QR code avec le lien vers leur page d'atterrissage, ou un lien court, pour inviter celui qui lit le CV à aller voir, tiens, il a fait une page web. Ça peut éveiller la curiosité ou ça peut faire sortir du lot peut-être. Voilà. Ou ça démontre en tout cas d'une certaine capacité à utiliser des outils en ligne par rapport à ça. Donc ça, c'est pour ceux qui ne font pas forcément directement du marketing. Et ceux qui font du marketing, alors là, mettez-les à fond sur ces outils-là, ils vont se régaler. De manière contrôlée, certes, hein, parce que vous gardez le contrôle de ce qui est communiqué. Mais bon, l'avantage des EP, c'est qu'on a droit à l'erreur aussi, donc c'est bien. Et c'est de leur montrer comment on peut avancer ou comment on peut faire des boulettes. Ou comment... Un jour, il y a une EP qui m'a proposé aussi de dire on peut se mettre d'accord et faire des partenariats entre EP. C'était une EP qui voulait former un peu au sourcing. Donc, à rechercher des talents sur les réseaux sociaux, choses comme ça, parce qu'ils faisaient des formations RH. Des duplicates, hein, pour ne pas les nommer à Grenoble. Et qui disait, ben voilà, si on se met d'accord avec une autre EP qui, elle, fait plutôt cette démarche TRE où les stagiaires vont poster leurs compétences sur les réseaux sociaux, eux, derrière les sourceurs, peuvent vous dire quels sont les stagiaires qui ont retenu leur attention et pourquoi. Et donc, il y a un échange, il y a une collaboration qui peut se faire comme ça. Oui, c'est plein de bonnes idées, ça. Voilà, il y a plein de choses qu'on peut faire sur les réseaux sociaux qui sont rigolotes. Et si on veut supprimer quelque chose sur les réseaux sociaux, par exemple une page ou quoi, c'est assez facile ou c'est compliqué? Une partie restera toujours. Il y a des choses que vous supprimerez jamais. Déjà, alors il faut savoir aussi, quand vous vous connectez à un réseau social, que ce soit LinkedIn, Facebook ou autre, Facebook était le premier à l'avoir fait, ils l'ont marqué dans leurs conditions générales, sauf que ça fait à peu près 150 pages et personne ne les lit. Ils disaient clairement que tout ce que vous avez posté sur Facebook ne vous appartient plus. Ça leur appartient à eux. Et quand vous demandez de supprimer, qu'est-ce qu'ils font? Ils enlèvent la visibilité du truc, mais la donnée, elle reste stockée chez eux. Oui, d'accord. Ok, ça, il faut le savoir. Donc ceux qui postent, qui utilisent Facebook comme un stockage d'albums photos de vacances, eh ben, il faut qu'ils acceptent qu'effectivement Facebook s'en sert. Il y a d'ailleurs quelqu'un qui, de manière très pertinente, a dit, tiens, pendant le confinement, tout le monde avait lancé ce petit challenge de poster des photos de vous quand vous étiez gamin. Ouais, génial. Comme ça, Facebook améliore sa reconnaissance faciale. Ils vous reconnaîtront beaucoup mieux. Il n'y a pas grand monde qui a pensé à ça, hein, mais pourtant, c'est là. Ça fait partie. D'accord? Ça permet d'améliorer les outils de reconnaissance faciale. Puisqu'on sait que, tiens, une personne avec sa photo de profil aujourd'hui, une personne avec la photo qu'elle a postée, c'est la même. Hop, on travaille et on fait bosser l'intelligence artificielle pour reconnaître cette personne il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 7 ans, voilà. On n'y pensait pas à ça. Donc, il y a cet aspect-là aussi qui est important d'avoir en tâche de fond parfois dans la tête en se disant attention à ce qu'on poste.
même si vous définissez du côté privé, hein, en disant OK, c'est juste pour certains comptes et ma famille et tout ça, oui, très bien, mais Facebook, il l'a aussi dans son unité de stockage, dans son data center. Et vous avez, par le biais des conditions générales de vente, autorisé Facebook à s'en servir. On ne pense pas à tout ça, hein, quand même. Non, on n'y pense pas. On n'y pense pas. Comme on ne pense pas non plus au fait que, ben voilà, quand on se lâche sur les réseaux sociaux parce qu'on peut être énervé, si d'autres salariés de la même entreprise sont sur le même réseau social et font partie de votre groupe d'amis, votre publication peut être motif de licenciement. Ça s'est vu, jurisprudence. Hein. Tout ça, c'est des choses à apprendre à nos stagiaires. Faites une vraie session sur les réseaux sociaux, invitez un ou deux spécialistes, et puis voilà, il y a des choses qui sont intéressantes à creuser un peu, au moins à mettre en garde. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y aller, parce qu'aujourd'hui, il y a 1 milliard de gens sur Facebook, c'est quand même un vecteur de communication commerciale qui est extraordinaire. Par contre, il faut y aller en connaissance de cause et de manière ciblée, de manière pertinente. D'accord. Et au niveau de la TRE, est-ce que je peux poser une question aux autres entreprises, à mes collègues? Vous utilisez justement, enfin, vous faites la TRE par le biais d'Internet sur ce site-là, par exemple, vous l'enseignez comme ça ou vous restez classique sur des CV, lettres de motivation sur Word? Moi, j'utilise LinkedIn. Je leur demande d'utiliser LinkedIn effectivement pour poster leur CV et pour qu'on partage notre réseau. D'accord. C'est pas ce site-là, hein, qu'il a dit là, j'ai pas entendu. LinkedIn. Ouais, c'est l'autre, d'accord. Moi, j'utilise Word. Nous aussi, c'est pour ça que je demande, est-ce que vous êtes passé à l'e-candidature? En essayant de travailler effectivement sur l'aspect qui soit un peu différent de ce qu'on peut voir de manière classique sur une lettre classique. Quoi. Voilà. En essayant d'inclure un peu d'infographie dedans. Quoi. Voilà. Ah d'accord, d'accord. C'est des exemples que vous lui donnez? Comment? C'est des exemples que vous leur donnez? Oui. Oui, voilà, d'accord. De ce qui se fait aujourd'hui pour qu'ils puissent soit reproduire, soit se l'approprier et créer le leur de manière indépendante, mais en ayant effectivement une base d'exemples. Oui, mais ça n'empêche pas en fait. On peut faire les deux. Qui c'est qui connaît CV Wanted? Non. Peut-être. Joli site, pratique pour faire des CV. C'est vrai que Virginie, tu es carcérale, donc tu n'as pas accès à Internet. Non, je n'ai pas accès à Internet. Alors, j'essaye d'amener effectivement tout ce qu'il faut pour pouvoir recréer tous les dispositifs, mais c'est compliqué et ça me demande beaucoup de temps. Un jour, en fait, Virginie, elle va avoir une copie de tout Internet dans son compte de Google. C'est ça. Il est gratuit, CV Wanted? Oui. Tous les CV qui sont dedans ou il y en a qui sont protégés? Il y a des choses payantes aussi, mais de base, il est gratuit. On peut faire des belles choses avec. Et puis nous, on a des collègues qui font des ATL, des ateliers Pôle emploi, donc ils doivent utiliser pas mal de sites Internet pour tout ce qui est CV, formation, MOOC, etc. Soit ceux de Pôle emploi ou d'autres. Parce que le Pôle emploi, c'est vrai, ils ont amélioré quand même leur site au niveau de la réalisation des CV, de la recherche d'emploi. Ils ont fait vous êtes allés voir, ils ont fait des tableaux de bord, ils ont fait des gros progrès. Hein. L'Emploi Store, il est assez génial. Ils ont fait des gros progrès. Oui, voilà, Emploi Store, oui. Ils poussent les gens. Ils se sont fait un peu critiquer parce qu'ils laissent les demandeurs d'emploi quand même un tout petit peu tout seuls par rapport à ce genre de choses-là et tout le monde n'a pas cette agilité digitale. Voilà. Du coup, nous, on est vraiment là sur un créneau très important aussi, c'est d'accompagner les gens sur ces outils-là. Do You Buzz, voilà, oui, c'en est un autre qui permet de faire des jolis
Joli CV. L'idée aussi, c'est que ceux qui sont en panne d'inspiration vont trouver au moins des modèles. Des modèles de mise en page, des modèles de couleurs, de choses. Alors après, bien sûr, à un moment donné, on verra plein de CV sur ces mêmes modèles-là, mais voilà. Même Canva permet de faire des CV en ligne, hein, où vous pouvez créer votre CV directement. Voilà, il y a plein d'outils qui permettent de le faire aujourd'hui. Ça permet d'être créatif ou d'avoir peut-être même plusieurs CV en fonction de la candidature de l'entreprise à laquelle la personne candidate. Ça permet de l'avoir en ligne et puis aussi au format PDF, au cas où. Oui, CV Wanted les deux. Ouais. Ouais, c'est des outils comme ça qui permettent ça, ce qui est bien. Après, je ne sais pas si Do You Buzz permet de le faire en français. Si. Ok, ouais, c'est bien. Et La les sites, réponse, donc, sur c'était oui, la réponse? Oui. Ah. Oui, voilà, modèle de CV minimal, là on est sur du français. Modèle de CV classique, Georgia, Edge. Après, il y a des phases payantes et des choses comme ça, mais voilà, c'est souvent la première partie qui est gratuite, quoi. Ouais. Comme plusieurs services de ce type-là, CV Wanted ou autre. Ouais. Et alors c'est bien parce que ça leur permet de découvrir, et puis si vraiment ça crée une appétence quelque part pour faire des choses un petit peu plus jolies, un peu plus structurées que le simple CV Word qui parfois devient un petit peu pauvre. L'avantage aussi là, c'est que vous avez une mise en page qui est un peu pro. Donc il y a, en termes de graphisme, vous avez une seule police de caractère, voire éventuellement une deuxième pour les titres, mais pas plus. Vous avez toutes les choses qui sont bien alignées, bien cadrées, un jeu de couleurs qui est à peu près homogène. Donc ça vous donne tout de suite graphiquement un CV qui a à peu près de la gueule par rapport à certaines constructions de CV que j'ai vues qui étaient vraiment... ouais. Après, moi, j'ai croisé des formateurs qui vont utiliser ces sites internet pour faire des CV. Et au final, pour des modifications, ils viennent me voir, ils me disent comment on fait pour le récupérer sur Word? Je vais apporter 2 ou 3 modifs. Et ils ont du mal à lâcher les réflexes de Word, quoi. C'est sortir de sa zone de confort, hein. C'est comme lâcher Outlook pour Sendinblue. Hein. Exactement. Et les designers aussi, ouais. C'en est un autre. Il est bien, designer. Après, c'est d'orienter les stagiaires vers ceux qui... Il y a les goûts et les couleurs. Hein. Là-dessus, ça ne se discute pas. Hein. Si quelqu'un a envie de mettre des trucs super rouges, voilà. Mais voilà, là, on voit quand même des modèles de CV qui ils se ressemblent un peu tous quand même par rapport aux différents sites. Mais parfois, hop, on sort de l'ordinaire sur des CV un peu différents. Voilà. Si vous avez une page LinkedIn qui est bien renseignée, où toutes les étapes de votre vie professionnelle sont bien dedans, et ainsi de suite et tout ça, vous pouvez, à partir de Strikingly, demander à ce qu'une page web perso, une page type page d'atterrissage, soit créée automatiquement en le connectant à LinkedIn. Et donc, Strikingly va se connecter à votre compte LinkedIn, reprendre les informations de base, et puis vous créez une première page. Après, vous pouvez la modifier comme vous voulez, vous avez la main. Mais ça vous crée la page, ça vous fait un premier jet. C'est assez génial. D'accord. Et sur les sites sur lesquels vous publiez, donc, que vous indiquez aux stagiaires, c'est Indeed et LinkedIn. C'est les deux principaux ou il y en a d'autres? Oui, c'est les Pôle deux emploi aussi, oui. pour la recherche d'emploi, mais rien n'empêche de poster sur Facebook aussi. Il y a de plus en plus d'offres d'emploi dessus aussi. Rien n'empêche de poster ailleurs. Hein. On peut démontrer sa capacité à utiliser plusieurs réseaux sociaux. Surtout sa capacité d'avoir eu une démarche cohérente entre peut-être une ou deux infographies qui présentent les points clés des compétences, une page d'atterrissage, un CV bien rempli en ligne, et ainsi de suite. Jolies lunettes. Voilà, mon mari taquin. Il a raison.
pas encore mes gamins qui ont déboulé aujourd'hui, ça va. Je dois être un père Non. monstrueux. Je suis en fait dans la véranda de l'entrée de chez nous. Comme ça, j'ai la paix, mais effectivement, c'est un Si je endroit de me mets passage dans la quand même. véranda, je ne vois plus rien dans mes écrans, il fait trop clair. Donc, c'est les enfants qui sont. Mais les enfants sont dans la véranda, ils passent en permanence, donc de toute façon, ça ne serait pas possible. Ouais. Voilà. Je pense qu'on peut. Alors, je mettrai un peu tous ces sites aussi, du coup, en référence sur un petit compte-rendu ou quelque chose comme ça, ou au Oui, moins sur la merci. page, en lien sur la page web, là où je mets les liens sur les replays. Mm. Comme ça, vous les aurez. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a ces deux aspects. Il y a l'aspect commercial, l'aspect TRE. Moi, j'insiste là-dessus, c'est qu'on peut vraiment faire un vrai parallèle parce qu'aujourd'hui, quand on vend ses compétences, c'est un peu une démarche commerciale. Ouais. C'est clair. On ne va juste pas utiliser les mêmes services en ligne, mais la stratégie, elle est un peu la même. Même pour une recherche de stage, sur le LinkedIn par exemple, une recherche de stage, voilà, ça peut être intéressant, voir s'il y a des réponses, voir si ces liens-là ou ces sites-là fonctionnent ou pas. Mais l'essentiel est d'essayer en tout cas. Ça permet de compléter la démarche classique du CV, c'est surtout ça. Et de dire, bah, tiens, on se démarque et on démontre d'une compétence différente. J'ai une question par rapport à tout ça. Avec tous ces outils, etc., on crée une espèce de maillage quand même qui s'imbrique les uns dans les autres. À un moment donné, on veut tout transformer et on veut repartir de zéro. Comment on fait? Il faut tout désactiver un par un ou est-ce qu'on peut, de manière générale, supprimer tout ça? Alors, il y a beaucoup de sites où on peut supprimer son compte, où on peut supprimer les infos, choses comme ça, oui. Mais il faut savoir quand même qu'il y a des choses qui restent. Vous postez sur les réseaux sociaux, ça va rester longtemps. Donc après, c'est pas Oui. forcément. Alors, c'est pas pour supprimer forcément les informations, mais c'est pour refaire un autre maillage différent, puisque si on en fait un premier qui n'est pas pertinent, on veut recommencer, on est obligé de tout défaire et de tout refaire. Ou de recréer des nouveaux comptes. Ou de recréer de nouveaux comptes. Mais après, Ouais, c'est alors on va pareil, avoir quand vous faites une recherche sur LinkedIn et que vous trouvez 3 fois la même personne, vous vous posez la question, pourquoi il y a 3 comptes? Oui, c'est pour ça. Donc, ça peut être pertinent du coup d'en fermer un ou deux, quoi. Et de ne Mais il n'y a garder pas un site ou quelque chose qui nous permette de gérer tous ces comptes, tous ces mots de passe, de pouvoir supprimer le tout. Il faut y aller un par un, quoi. Alors, compte et mot de passe, il y a des gestionnaires de mots de passe. Mais il ne vous Non, oui, permettra pas pour en de créer. fermer vos comptes ou de. Voilà, c'est pas Oui, ça. voilà. Il vous rappellera juste comment vous êtes rentré dedans et il va remplacer votre mémoire. Mais non. Après, vous pouvez très bien, alors sur tout ce qui est réseaux sociaux, vous pouvez modifier toutes les infos qui sont dessus. Ce n'est pas un souci. Sur LinkedIn, vous pouvez virer des choses, en mettre d'autres, ainsi de suite. Et dans les options de sécurité, vous avez d'ailleurs un truc à décocher qui est possible, c'est de dire, je n'ai pas besoin d'informer tout mon réseau de contacts que j'ai mis à une nouvelle compétence ou un nouveau truc sur mon profil. Donc, ça ne renvoie pas systématiquement une notification à tout le monde. Par contre, ça peut être pratique de le réactiver quand on dit bah, tiens, j'ai terminé tel stage. Et voilà. Donc, c'est en fonction de l'information que vous voulez diffuser. Mais sur chaque réseau social, vous pouvez modifier vos données de profil. Donc, recommencer un peu, alors pas recommencer le maillage de contact, mais au moins recommencer la diffusion d'informations ou la corriger. Alors, par exemple, sur Facebook, moi, pour ma part, j'ai créé un compte Selling Point. Je n'ai pas de page. Enfin, j'ai créé une page, mais je l'ai mis en sommeil parce que je ne savais pas gérer le compte et la page. Je peux modifier mon compte et le mettre sous mon nom sans besoin de supprimer toutes les relations que j'ai et créer à côté la page Selling Point. Je sais pas si. Alors, je sais qu'il y a un certain nombre de choses qui sont compliquées à faire, notamment changer les noms. Mais alors, je ne sais plus si c'est sur Facebook ou LinkedIn, mais il y a un des deux où voilà, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut un peu montrer patte blanche. Mais autrement, non, vous pouvez normalement modifier, oui, bien sûr. Ou vous pouvez très bien utiliser votre compte créer un compte personnel et puis créer la page à partir de votre compte perso.
Oui, mais à la base, oui. À la base, je ne voulais pas créer un compte personnel. Je n'ai pas de compte personnel Facebook. C'est pour ça que j'ai fait ça. Mais, Mon collègue québécois, il était pareil, il était très hostile à ça. Il disait, je n'ai pas besoin de Facebook et tout machin. Aujourd'hui, il a un Facebook juste parce qu'il faut qu'il gère une page. Mais il ne publie rien sur son Facebook. Ça peut se faire. Et vous pouvez très bien faire un Facebook avec un pseudo. Hein. Vous mettez la team de Méditerranée, l'équipe la team des Pyrénées plutôt. La team des Pyrénées, voilà, pardon. Non, mais vous pouvez être créatif, créer un compte avec un pseudo, et puis voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. On n'est pas obligé de s'exposer personnellement pour gérer une page. J'ai même, pendant des années, on a essayé de se battre, même en interne chez nos reps, on avait 2 personnes qui étaient totalement hostiles à ça, alors qu'on voulait une page Facebook pour le rep. Donc voilà. Et, je sais que Morgane était complètement hermétique à ça, par exemple. Parce qu'elle avait peur de s'exposer. Donc je lui ai dit, mais on crée un compte avec un pseudo. Ça peut se faire. Voilà. Donc on n'est pas, pour gérer une page, et surtout pour vous gérer les pages de vos EP, hein, vous pouvez très bien utiliser, vous n'êtes pas obligé de vous exposer personnellement pour ça. Est-ce que vous avez d'autres questions? On était clair. Quant au loup pour créer son CV. D'accord, merci Catherine. Je pense qu'il y en a plein qui sont aussi référencés par l'Emploi Store de Pôle emploi, hein, qui du coup redirigent vers plein d'outils de ce type-là. Donc, on ne va pas réinventer la roue non plus à en lister 150, mais on peut en lister quelques-uns qui sont pertinents juste pour donner des idées. Mais je pense que là, de ce côté-là, Pôle emploi a beaucoup progressé et aide beaucoup les demandeurs d'emploi dans la TRE par rapport et au CV en ligne et la communication sur les réseaux sociaux, sur beaucoup de choses. Ils font des ateliers pour ça. Et souvent, la première démarche, ça reste quand même encore de corriger la grammaire et l'orthographe sur les lettres de motivation et les CV. Bien, si vous n'avez plus de questions, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Du coup, c'est bien d'échanger comme ça sur nos pratiques aussi, de se donner un peu des noms de sites, comment… C'est super ça. Ça pourrait être bien, éventuellement, collecter un petit peu justement les outils en ligne que vous utilisez ou les sites et choses comme ça. Et demain, dans la session questions-réponses, on peut justement échanger un petit peu là-dessus et peut-être co-construire un document de référence ou autre où on les partage. Oui, d'accord. Oui, d'accord. En tout cas, merci. Hein, c'est plein de bonnes idées. Donc, il n'y a plus… Merci à vous. Il n'y a plus qu'à. Voilà, c'est le mot d'ordre après chacune des sessions. Voilà, oui. On est tellement dubitatifs que… Il faut toujours avoir un peu de temps pour s'approprier un petit peu tout ça, mais c'est vrai que bon, c'est très intéressant en tout cas. Moi, je suis curieux de voir les résultats, donc, de voir vos pages d'atterrissage, de voir vos campagnes emailing, vos campagnes réseaux sociaux. Quand je verrai tout ça, ça va être que du bonheur pour moi. Nous laisser le temps d'atterrir. Oui, voilà. Jean-Marc, si j'ai tout compris, tu as bien reçu mon catalogue par mon mail et en pièce jointe, hein, c'est ça? Catalogue de… Mon catalogue 2020, tu l'as bien reçu en boîte mail et en pièce jointe, hein, si j'ai tout bien compris. Tu n'as pas compris l'ironie. Catalogue en pièce jointe, je ne suis pas sûr. Non, c'est une bêtise, c'est une bêtise. Ah, c'est une bêtise.
Pensez, non mais alors attention, il y a quand même un cas sur lequel il faut m'envoyer le catalogue, c'est quand vous voulez qu'on le publie sur le REP. Oui, tout à fait. Oui. Voilà. C'est pour ça que je cherchais, j'ai tapé cyclement dans mes mails. Mais si, parce que pour pouvoir le mettre sur le mur, en commun. Ouais. Non, effectivement, tu l'as répété plusieurs fois, effectivement, que tu voulais plus voir ça et on a bien compris le message et on a bien appliqué ça chez nous aussi. Moi, je me suis fait avoir. Merci pour la blague. De rien. J'ai du retard. C'était pour le 1er avril, en fait. J'ai du retard. Bravo. J'avais une question parce que Stocker, on n'a pas de catalogue, étant donné qu'on n'a pas des produits, on a une grille tarifaire de transport. On envoie nos grilles tarifaires simplement. Il y a beaucoup de transporteurs chez qui la grille tarifaire est opaque et elle n'est pas toujours publique, parce que c'est parfois des niveaux tarifaires en fonction des volumes et du client et de tout ça. Donc, comme vous allez chez un marchand de matériaux, il y a 5 prix différents en fonction de qui vous êtes. C'est un peu pareil sur les transporteurs. C'est vous qui voyez. Soit vous publiez votre grille tarifaire, soit peut-être vous publiez plutôt des offres en disant tiens, on fait des offres d'advanced shipping ou choses, ou par exemple de dire on vous met à disposition des entrepôts, par exemple, dans toute la France pour faire en sorte que la livraison soit plus rapide sur la dernière étape de livraison. Choses comme ça, ou sur des gestions de logistique, ou sur la possibilité de faire des entrepôts sous douane, ou que sais-je, il y a plein de choses dans la logistique qui existent. Ou alors toutes les prestations accessoires de logistique. Quand quelqu'un fait de l'import en gros et veut redonner sur des boutiques, de dire on peut faire de l'étiquetage, du lastoppage, des mises sur cintre, des mises sous antivol. Voilà, tout ça, ça fait partie aujourd'hui des groupes logistiques qui font ça. Donc ça dépend quelles sont les prestations que vous proposez. Il peut y avoir un catalogue de prestations annexes. Est-ce qu'on tente de transporter d'un point A à un point B? C'est déjà bien. Mettez en avant vos points forts. Par exemple, que chez vous, il y a systématiquement une signature. Donc, il y a un accusé de réception qui peut être super quand il y a après un contentieux dans les paiements des factures. Donc, vous voyez, il y a tous ces aspects-là qui peuvent être mis en avant sur une brochure. Au moins une brochure, peut-être pas forcément un catalogue complet, mais une brochure qui explique un peu tout ce que vous faites. D'accord. Donc, il y a un peu de démarche commerciale aussi. Et vous avez de la concurrence en France. Vous êtes 3 ou 4 EP qui font du transport. Donc, c'est bien. Il faut vous battre sur les prix. Oui. 30% de promotion à Pâques. Les œufs de Pâques livrés plus rapidement par téléportation. Livraison par drone. C'est ça. On va penser à ça. Non, mais tu avais bien fait une offre pour la fête des grands-mères ou pour la Saint-Valentin? La fête des grands-mères. Ouais. Oui, on avait fait 20%, il me semble, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Il y a des possibilités, on peut être créatif même dans le monde du transport. Même si les camions ont tous à peu près la même taille et les palettes sont standardisées, mais ça c'est plus vous, votre logistique interne. La livraison, le dernier point, la livraison, le sourire de celui qui vient vous apporter votre colis parce que la personne l'attendait depuis 3 semaines. Ça, c'est un parcours client aussi. Oui. C'est Amazon qui veut faire des livraisons par drone à Paris maintenant. Ouais, c'est vrai. Les commandes du matin, les livrer l'après-midi. C'est excellent. Ils sont en train de négocier l'autorisation auprès de la DGAC. L'autorisation c'est un peu compliqué, ça peut être petit. Est-ce qu'on est déjà prêt à ouvrir la porte à un drone pour récupérer le colis? C'est pas sûr. J'ai mon vélo cargo pour le dernier kilomètre, génial. Voilà un partenariat entre Stocker et Cycloman. Voilà. Cycloman va louer les vélos cargo à Stocker qui va faire le dernier kilomètre. C'est génial. Et en plus, vous mettez en avant le côté écolo. Ouais. Tout à fait. Je peux même venir pédaler si vous voulez. Mais bon, bonne idée. Très bien. Et ben, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Oui, merci à Et toi. vous aussi. Bon appétit. Vous aussi. Merci bien.
Restez bien confinés à la maison. Ça c'est sûr. Ça devrait aller. Et à demain. Et à demain. Au revoir. Au revoir. Tous. Bon après-midi. Bonne journée. Merci, vous aussi.